Guillaume, comment l'agriculture peut-elle s'adapter au changement climatique? Voilà. Et à la raréfaction des ressources. Quel modèle d'agriculture pour demain? Tu as commencé déjà un peu à répondre, Charles, mais je veux aussi le regard de Guillaume. Alors, il y a plusieurs. C'est très très vaste comme question. Je pense que là, on a attaqué par le volet intrant. Et donc, intrant, c'est tout ce qu'on va mettre dans les cultures d'une manière générale pour pouvoir produire, parce que la génération spontanée n'existe pas. Il faut mettre des choses pour produire des choses. Ça, c'est quand même une réalité qu'il faut que tout le monde ait en tête. Produire sans mettre d'intrants, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Il faut qu'il y ait des choses qui rentrent d'une manière ou d'une autre. Et évidemment, plus c'est organique, plus c'est biologique, mieux c'est. Mais il n'empêche qu'il faut mettre des choses pour que ça pousse. D'autant plus qu'on exige des rendements énormes. Donc, il faut qu'il y ait des choses qui rentrent. Moi, je suis à fond derrière, effectivement, la solution de trouver des intrants biosourcés, etc. 100% raccord. Sur l'agriculture, il y a d'autres gros enjeux qui ont déjà été évoqués. C'est l'économie d'énergie, d'une manière générale, à toutes les échelles. Probablement la relocalisation. Donc ça, pareil, ça a été évoqué, c'est-à-dire la diminution des distances entre les zones de production et les zones de consommation, qui va en lien avec la consommation d'énergie. Et il y a aussi des choses très importantes qui sont en lien avec la ressource en eau. On a une ressource en eau qui devient à l'échelle planétaire très, très, très compliquée à gérer. On va avoir de moins en moins d'eau potable, voire même potabilisable, dans le monde entier. Et la France est concernée en premier chef, avec d'ici à 2050 plus de la moitié du territoire qui serait concerné par des pénuries. Donc en gros, la ressource en eau, c'est vraiment quelque chose de très problématique. Et un dernier point sur l'agriculture, ça va être la notion de ce qu'on va appeler, enfin de ce que moi j'appelle les conflits d'usage sur les espaces. C'est-à-dire, en gros, on a parlé de l'habitat tout à l'heure. Pour faire habiter, donc là, un peu plus de 7 milliards d'habitants, c'est bien. Quand on sera à 11 milliards, si on veut que tout le monde puisse jouir d'un habitat sain, etc., il occupe de l'espace. S'il faut qu'on puisse le nourrir avec une nourriture saine, il va falloir aussi de l'espace. Et donc, on a une problématique d'espace. Donc, quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte que finalement, une solution agroécologique dans le sens complet du terme, il faudra qu'elle soit capable de gérer les intrants, capable de gérer l'espace, capable de gérer l'eau, capable de gérer l'énergie. Et donc, il va falloir que ce soit des solutions qui essayent d'embrasser un petit peu tout ça. Donc, nous, on s'est spécialisé sur Écologie Aquaponia, sur une technique qui a déjà fait ses preuves et qui est vraiment en pleine émergence à l'échelle européenne, mais qui existe dans le monde depuis bien, bien plus longtemps. C'est l'aquaponie. Donc, je ne sais pas si l'aquaponie, ça parle à tout le monde. Ce n'est pas des poneys dans une piscine. Donc, l'aquaponie, c'est la production c'est une coproduction, on va dire ça comme ça, de protéines végétales et de protéines animales dans un système fermé hors sol. Le principe, c'est qu'on a, en gros, pour faire simple, des poissons qui vivent dans un même écosystème que des plantes, les plantes profitant des déjections des poissons pour pouvoir pousser. Donc, en gros, on nourrit les poissons qui vont, de par leur déjection, nourrir les plantes. Les plantes vont assainir l'eau des poissons, et donc, sur un cercle vertueux, on a créé un mini-écosystème qui, finalement, essaye de reproduire l'écosystème planétaire qui existe depuis la nuit des temps. Et en fait, on produit deux sources de protéines. Protéines animales, donc c'est tout le monde aquatique, donc on pense aux poissons, mais vous avez aussi les crustacés, etc., les mollusques, tout ça c'est possible. Et vous avez les protéines végétales, donc c'est évidemment les légumes, mais on peut aussi penser fleurs, on peut penser aromatiques, on peut penser cosmétiques, on peut penser aussi tout ce qui est médicinal. Et en gros, tout ça, ça existe et c'est hors sol. Donc l'idée, c'est que comme c'est hors sol, ça permet d'économiser de l'espace. On économise, puisque c'est hors sol, plus de 95% d'eau par rapport à une agriculture telle que tu l'as mentionné tout à l'heure, conventionnelle. C'est énormément d'économie d'eau, c'est énormément d'économie d'énergie. Si on intègre ce que nous on appelle l'écosystème global de notre production, à savoir qu'on essaie de se sourcer localement en aliments pour les poissons, etc., etc. Bref. Et donc, en gros, l'idée, c'est d'essayer d'avoir un système agroécologique qui va produire de la protéine animale et de la protéine végétale et qui soit le moins gourmand en eau, le moins gourmand en énergie, le moins gourmand en espace, mais productif. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est concentré. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Absolument, absolument. Merci Guillaume. Nicolas, tu veux compléter Je peux compléter. Oui, c'est vrai que l'enjeu pour nous, moi j'ai fait une petite reprise d'entreprise un jour dans ma vie et toute l'entreprise tournait à base de farine de sarrasin bio. Et là, j'ai découvert que le sarrasin que j'achetais venait de Chine.
Alors là, je me suis dit, il y a quand même un gros sujet là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc en fait, toute mon énergie depuis 5 ans a été de passer à recréer, relocaliser une filière. Tu parlais tout à l'heure effectivement des bilans carbone, des bilans logistiques énormes pour faire venir de Chine du sarrasin, alors que des agriculteurs, en l'occurrence en Bourgogne, savaient très bien le faire planter. Alors on a la chance parce qu'il y a le Morvan à côté qui est une terre plutôt granitique et acide, un peu comme les terres bretonnes, puisque c'est comme ça qu'historiquement, en fait, le sarrasin s'est développé plutôt en Bretagne. Mais néanmoins, le sarrasin, ça pousse partout en France. Et donc, on a recréé la filière sarrasin. Alors, on parlait effectivement tout à l'heure de redonner confiance aux agriculteurs, de redonner des outils. Bah, nous, on est là-dedans, concrètement, parce que le sarrasin, c'est pas une plante si facile que ça à faire pousser. Elle est un peu capricieuse. Donc, il faut apprendre chacun des terroirs, chaque variété. On a fait de la recherche variétale pour donner les meilleures variétés sur tel ou tel terroir. On a fait un gros travail de cahier des charges sur ce qu'on appelle la datura. La datura, c'est la mauvaise graine qui pousse malheureusement dans le sarrasin et qui a des taux d'alcanoïdes qui peuvent être dangereux pour la santé humaine. Donc, tout ça, c'est des fiches techniques qu'on donne aux agriculteurs pour qu'ils progressent sur leur culture et sur la productivité. Donc, en fait, ce qui est important dès le départ, c'est d'avoir eu cette ambition de relocaliser, hein, parce qu'il faut savoir que 70% du sarrasin consommé en France vient de l'étranger. Donc, ça, c'est quand même une hérésie, sachant que le sarrasin est un pollinisateur puissant, hein, parce que c'est une plante, c'est pas une céréale. Donc, qui dit plante dit fleur, qui dit fleur dit abeille. Donc, en fait, dès qu'on fait repousser du sarrasin, on concourt, autant que faire se peut, à recréer de la biodiversité. On parlait aussi tout à l'heure de pesticides et d'intrants. En l'occurrence, le sarrasin pousse sans intrants, sans pesticides. C'est vraiment une plante assez facile à faire pousser, mais capricieux, je disais, par rapport aux conditions climatiques. Alors, pour s'adapter aux enjeux climatiques aussi, effectivement, nous, nos agriculteurs bourguignons commencent à s'adapter parce qu'ils font plein de tests et ils sortent un peu des monocultures habituelles. Parce que, en tout cas, ceux que je fréquente, ce sont, comme je dis, ils ne sont pas formés, ils se sont déformés. En fait, c'est tout ce qu'on doit chercher à faire, nous, arrêter de se former, mais se déformer. Hein, parce que on était à l'école comme tout le monde, on nous a appris que l'électricité, c'était pas cher parce que c'était EDF. On nous a appris qu'on ne pourrait pas nourrir la planète si c'était pas bio. On nous a appris plein de trucs comme ça qu'on nous a mis dans la tête. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. Alors, c'est vrai qu'en plus, on joue beaucoup à se faire peur, hein, sur les questions climatiques et les questions même agricoles. Tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on sera 11 milliards. C'est vrai que ça fait peur parce qu'il va falloir faire manger de 7 à 11 milliards de personnes, mais on sait qu'on ne sera jamais plus de 11 milliards non plus. Donc c'est déjà une très très bonne nouvelle, puisque c'est vrai que si on sait gérer déjà cette croissance, on sait qu'après on pourra la gérer très longtemps. Donc tout ça pour revenir à mes agriculteurs bourguignons. On a une solution, on a des alternatives qu'on propose aux agriculteurs, et évidemment pour les faire planter, pour les faire travailler, pour leur donner envie de planter du sarrasin, nous, on assure du débouché. Voilà. Et donc, c'est souvent, évidemment, un revenu, un facteur financier qui va être le déclencheur d'une action de transition pour eux aussi, en disant, tiens, je vais sortir du colza, du blé et des choses très classiques pour planter du sarrasin cette année, faire tourner un petit peu mes rotations, avoir des revenus un peu différents dans mon assolement. Et c'est ce qu'on leur propose en recréant donc la filière Sarrasin France, qui aujourd'hui représente 500 tonnes de sarrasin. En fait, donc à l'échelle de la production française, c'est pas énorme, mais ça commence à compter quand même, puisqu'il y a 12 000 tonnes de sarrasin fabriquées, produites chaque année sur notre territoire, alors qu'il en faudrait 36 000. Voilà, donc on a encore du chemin devant nous et des terres à planter. Oui, et puis tu peux peut-être aussi nous parler du développement de nouveaux produits, comme notamment les steaks de sarrasin comme alternative Oui, alors donc moi à la je disais, viande. ma responsabilité par rapport aux agriculteurs, la petite expérience que je vis avec eux, c'est effectivement de créer des débouchés. Donc déjà créer le débouché, c'est leur assurer des revenus. Et pour assurer des revenus, moi il faut que je crée le débouché par rapport aux consommateurs. Donc là, on a un peu une chance unique aussi en ce moment, c'est qu'on a vécu le Covid. Donc le Covid, c'est évidemment très dur pour tout le monde, mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est une espèce d'accélération de la prise de conscience qu'on ne peut plus acheter de la matière en Chine parce qu'à un moment, les bateaux ils se coincent dans le port du canal de Suez ou ils partent même pas parce qu'il n'y a plus d'énergie. Que la matière, finalement, les récoltes sont très mauvaises en Lituanie cette année. Finalement, le prix du sarrasin français
bah tiens, bizarrement, il est moins cher que le sarrasin lituanien, que la taxe carbone va arriver. Donc, bah, les industriels comme moi, ils s'y préparent quand même parce qu'à un moment, le consommateur ou nous, on va le payer. Donc, il faut préparer tout ça en relocalisant. Et donc, tu parlais de débouchés. Bah, je disais que c'était une chance, mais il y a une prise de conscience en fait sur la rareté des matières, sur l'eau, qui est quand même forte aujourd'hui dans la conscience des consommateurs. Donc, ça, c'est plutôt une chance. Dans la conscience du pouvoir politique aussi. Et puis, donc, ça se traduit concrètement dans les réflexes de consommation. On l'a vu, bah, quand on construit, on l'a entendu tout à l'heure, bah, c'est vrai qu'on se pose des questions qu'on ne se posait pas il y a ne serait-ce que 10 ans. Et aujourd'hui, en alimentaire, les assiettes sont en train de changer. On parlait tout à l'heure de protéines végétales. Effectivement, on a une tendance de fond qui est le flexitarisme, qui est en train d'arriver. On va manger moins de viande parce qu'on a compris que ce n'était pas forcément bon pour la santé et que ce n'était pas forcément bon pour l'environnement. Donc on mange moins de viande. Donc il faut bien remplacer la protéine animale par de la protéine végétale. Donc nous, en tant qu'industriels, bah, c'est là-dessus qu'on se positionne. On va proposer des produits qui restent gourmands, parce que la base de l'alimentation, c'est le plaisir, à base de protéines végétales, locales, et qui ont un impact positif. Tu parlais de régénération tout à l'heure, donc avec de l'agriculture régénératrice au niveau local. Voilà, c'est tout un programme qu'on propose aux consommateurs et qui répondent plutôt présent actuellement. Donc c'est plutôt une chance.